Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'aller à la rencontre d'un artiste, d'un pianiste qui compose aussi et qui arrange, qui accompagne aussi des artistes sur scène. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gérald. Salut Gérald. Salut Sébastien, ravi. Ouais, moi aussi, ravi. Je suis toujours content d'accueillir des artistes. Voilà, on n'a pas dit ton nom, c'est Gérald Villain, voilà, que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes, notamment sur YouTube, puisque tu as créé ta chaîne YouTube assez récemment, avec des morceaux que tu mets chaque semaine. Exactement, ouais. Alors j'essaye d'être un peu sur tous les fronts, un peu sur tous les réseaux, parce que chaque réseau, en fait, a son maillage et ils se complètent les uns les autres. Hein. Donc effectivement, mon nom sur Google et théoriquement, ça ouvre le champ des possibles. En tout cas, on vous invite à aller sur cette chaîne YouTube, à vous abonner et puis à écouter la musique de Gérald. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton mental. Yes. Dans une interview qui va durer le temps que ça durera. Je vais essayer de te poser toutes les questions que j'avais envie de te poser. Il y a une petite surprise aussi, on en parlera à la fin. Le petit partenariat qu'on a fait, qui viendra donner une touche musicale différente et authentique pour la saison 4 du podcast. Des faits sur mesure. Voilà, sur mesure. Et que du coup, on pourra éventuellement faire découvrir, que je pourrais accoler à la fin de ce podcast, à la fin de cette interview. Et qui, en tout cas, sera la version officielle de l'entrée du podcast pour la saison 4 à la rentrée de janvier. Voilà, comme ça, j'aurai fini l'ensemble des interviews de la saison 3. Et du coup, encore un grand merci, c'est chouette. Donc, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et vous verrez, c'est une chouette intro pour le podcast. Et voilà, on va commencer. Du coup, comme tu sais, petit portrait chinois pour commencer. J'aime bien mettre en relief mes invités avec un petit portrait chinois. Je trouve ça toujours sympa de découvrir ce qu'ils aiment. Voilà, tu vois, ça permet un peu de mettre de commencer un petit peu à débroussailler avant de rentrer et d'introspecter un petit peu la manière dont tu conçois le monde mental et comment tu le mets aussi en application dans ton art. J'ai envie de dire l'art, parce que la musique, pour moi, c'est un art. Et c'est important, en tout cas, d'avoir des musiciens. Je salue aussi, comme pianiste, j'ai eu une Valérie Marie, il y a un petit moment, qui, pareil, avait fait de son rêve, était directrice marketing, et qui s'est donné ce challenge à 40 ans de se lancer dans ce qu'elle rêvait depuis toujours, c'est-à-dire vivre de ce qu'elle aime, c'est-à-dire la musique. C'est un peu ce que tu fais toi aussi, finalement. Que je fais depuis mes débuts, au final, depuis mon post-bac, c'est-à-dire il y a 20 ans. Ouais, avec une dimension un petit peu différente que tu nous expliqueras après, parce que là, tu t'es lancé encore un petit peu plus dans le grand bain, en mettant un peu de côté un côté enseignant. Voilà, c'est ça. Gagner sa vie avec la musique, mais avec un autre point de vue. On parlera tout à l'heure, effectivement. Ok, allez, c'est parti. Alors Gérald, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Eh bien, c'est la couleur que je porte, c'est-à-dire c'est le noir. C'est vraiment ma couleur préférée. C'est une couleur qui est très profonde et je trouve qu'il y a de la matière dans cette couleur-là. Et ce qui est très intéressant dans le noir, c'est que toutes les autres couleurs qu'on met à côté éclaircissent énormément et sont bien plus resplendissantes. Donc pour moi, c'est vraiment la couleur de la rupture et c'est une couleur qui me parle, véritablement. Et devais choisir un moment de ta journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel? Eh bien, c'est l'aube. Voilà.
D'ailleurs, j'ai un tout petit morceau que j'ai composé qui s'appelle Aube. J'adore l'aube, parce que généralement, je suis tout seul chez moi. Ma famille dort un peu plus que moi, ou peut-être que je dors moins qu'eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un moment véritablement tranquille où il y a une nouvelle vie qui recommence tous les matins. Tu devais choisir un livre qui t'inspire. Alors, c'est un livre qui m'inspire, oui, mais surtout qui m'a fait un peu réagir. C'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, alors que ça fait un moment que je le connais. C'est Ravage de Barjavel, un livre qui a été écrit, alors c'est un livre de science-fiction, mais finalement quand on le lit à notre époque, il n'est pas tant de science-fiction, un livre qui a été écrit juste après ou pendant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte la vie en France en 2052 je crois, et c'est déroutant, véritablement, et j'invite tout le monde à le lire, ce livre. C'est un mur. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te guide au quotidien? Alors, c'est pas une citation, c'est peut-être un mantra, je ne sais pas comment on peut vraiment le définir, mais en tout cas, une phrase qui m'accompagne et qui m'aide, voilà, à avancer, c'est le fameux, le fameux mythe de l'arbre et de la pirogue. Je ne sais pas si tu le connais. Non, tu vas expliquer. Très, très intéressant parce que l'homme est sans arrêt tiraillé entre finalement la pirogue, c'est-à-dire qui symbolise le voyage, qui symbolise la liberté, le lâcher prise, le fait de vouloir s'en aller, et tiraillé aussi par l'arbre qui est pour le coup ses racines. Et en fait, il est tout le temps tiraillé par ces deux concepts-là jusqu'au moment où il comprend que la pirogue est faite par l'arbre. Ouais, je vois, c'est intéressant. Ça me parle beaucoup. Si je devais nous donner ta principale qualité, automatiquement, tu nous dirais quoi? Alors, comme toute qualité, quand on le pousse à l'extrême, ça devient un défaut. Je dirais la loyauté. La loyauté. Bon, c'est une belle qualité, la loyauté. A priori. A priori, ok. Bon, hors émission, tu m'expliques. C'est quoi ton principal trait de caractère? Principal trait de caractère. C'est pas facile cette question. Je trouve que c'est pas facile. Une introspection, on va dire, je suis un tatillon perfectionniste. Et je pense que ça régit complètement mon caractère. Voilà. Ok. Ouais, après, être perfectionniste, c'est pas forcément un défaut, hein. C'est une qualité qu'on apprend, je pense, à... Comment dire ça? Une qualité qu'on arrive à s'approprier un petit peu plus avec le temps. C'est-à-dire qu'on arrive à être plus doux avec soi-même, mais ça prend du temps. Exactement. On essaye d'arrondir les ongles et surtout se dire que la perfection qu'on s'impose à soi-même, on ne peut pas la poser aux autres. On ne peut pas demander à l'autre d'être comme nous, on est en fait. Et du coup, effectivement, cette perfection, on essaye de l'arrondir un petit peu. C'est vrai. Je me suis rendu compte que très souvent, c'est quelque chose qui ressort des personnes qui ont quand même une certaine sensibilité, voire une hypersensibilité aux choses. Ce côté un peu perfectionniste. En tout cas, voilà, c'est au gré des rencontres que j'ai pu faire et des nombreuses interviews, c'est quelque chose qui me parle, en tout cas. Raison, ouais. T'as tout à fait raison. Ouais. On essaye peut-être d'anticiper, de cadrer les choses. C'est vrai. Tu devais choisir un philosophe. Lequel choisirais-tu? Alors, je vais dire André Comte-Sponville. Je peux pas te dire pourquoi. Encore. C'est un philosophe que j'ai pu écouter dans différentes interviews, sur France Inter notamment. Et là, je vais me mettre à lire ses livres. Quand je l'ai écouté, je trouvais que c'était un philosophe qui avait véritablement les pieds sur terre, qui avait un discours qui était assez proche de ce que je pouvais penser. Je vais m'y atteler, je vais lire ses livres et je pense que d'ici un an, je te dirai pourquoi. Tu devais choisir un réseau social. Tu choisirais lequel? J'avoue que je passe beaucoup de temps en ce moment dessus. Je vais dire Instagram. C'est pas forcément le réseau social le plus, entre guillemets, intelligent, hein, même si je sais même pas s'il y en a un véritablement. Mais en tout cas, ce que j'aime dans Instagram, c'est que il y a une beauté visuelle, je trouve,
et dans les photos et dans les vidéos qui sont données et mises, voilà, ce côté, cette beauté. Voilà, c'est tout simplement pour ça que... Ouais, t'as raison. Mais tout à la base, Instagram, c'est un réseau social basé sur le visuel. Historiquement, en tout cas. Je vais choisir un pays où tu aimes passer du bon temps. Tu irais où? On va dire que, alors ça appartient à la France, mais c'est la Corse. Donc la Corse est française, encore. J'adore la Corse. On y est allé plusieurs fois, avec ma femme, avec ma famille. Et c'est une île qui est magique, véritablement. Où, l'accueil est authentique et sincère. Et c'est véritablement l'île de beauté, quoi. On fait 10 kilomètres, on a l'impression de changer de pays, de paysage, d'atmosphère. Tu es allé où en Corse? Corse du Sud, voilà. Et le coin que je préfère, c'est la Corse du Nord. Et puis tout ce qui est baie de Saint-Florent, voilà, Calvi. J'adore Calvi. Citadelle. Ça t'inspire? Ah oui. Oui. Surtout là, en ce moment, là, ça doit être magnifique. Il doit y avoir personne. C'est vrai que c'est assez touristique, la Corse. Allez, une petite dernière. Non, une avant-dernière. Excuse-moi. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire? Je vais en citer deux. Une qui m'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup écouté, c'est un chanteur, auteur, compositeur. J'ai beaucoup écouté, ça, il m'a beaucoup inspiré, et après j'ai pris vraiment du recul parce que je sentais qu'il me plombait complètement. Donc c'est Jacques Brel, voilà, ce chanteur. Et puis il y a une autre personnalité aussi, il m'a touché. En fait, c'est assez dingue, hein, parce que c'est via justement une série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps. C'est Bernard Tapie. Voilà. Il m'a donné... Puis ouais, la fameuse série qui fait polémique. Exactement. Écoute, moi, ça m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Et je me dis, tout est possible. Ouais, je ne l'ai pas regardé encore. Mais c'est vrai que c'est une personnalité charismatique. Bernard Tapie, être source d'inspiration pour n'importe quel entrepreneur, quoi. Voilà. Et du coup, ça tombait pile poil au moment où ça devait tomber. Bah écoute, parfait alors. Il y a beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui se sont emparés du coup de ça, comme d'une thématique, pour faire ressortir toutes les interviews qu'il a pu faire et ils les remettent. Du coup, c'est assez inspirant. On voit plein là qui défilent, là. Puis, je sais comment ça fonctionne, les algorithmes. Ouais. Allez, une petite... cette fois-ci, c'est la dernière. Tu devais choisir quelqu'un que tu aimerais voir passer sur le podcast pour qu'il nous parle de ton mental. Tu choisirais. Alors, malheureusement, c'est pas possible parce que je te dirais Bernard Tapie, justement. Non, ça, c'est pas possible. Écoute, je te dirais bien Guillaume Poncelet. Alors, c'est... peut-être que tu le connais, peut-être que tu le connais pas. C'est un pianiste. C'est un pianiste. Pianiste, exactement. Alors, c'est un trompettiste à la base, qui a été dans le métier très jeune, qui a fait beaucoup de choses, qui compose super bien, qui a une véritable patte, et qui est devenu, au fil du temps, peut-être grâce à ses prods en fait, qu'il a fait pour les autres, qui est devenu pianiste. Je trouve qu'il a une patte, il a un mental, et il a une façon de gérer sa carrière qui est remarquable. C'est quelqu'un qui a un espèce de point de mire, pour moi. C'est un modèle, je veux dire. Ça peut être un modèle, alors, faut absolument pas calquer les choses, sinon on perd de sa patte. Ouais, de son authenticité, oui. Pour moi, d'extérieur, parce que je le connais pas personnellement. Et c'est une carrière que j'aimerais bien mener comme lui. Il me semble qu'il accompagne au piano... Faye. Oui, c'est ça, Gaël Faye. Exact. Parce que du coup, j'étais allé à son concert et du coup, il était sur scène. Du coup, tu le connais, c'est bien. Ouais. Et puis, c'est chouette ce qu'il propose. Et puis, j'ai dû déjà le voir sur des vidéos, mais avec d'autres artistes, en fait. Il compose pour Ben Mazué. Alors, c'est pas lui qui fait ton live, c'est Robin Note, voilà, que je salue. Et il travaille, notamment pour Ben Mazué. Bah écoute, on a fait un super petit portrait chinois. On va pouvoir maintenant passer un petit peu, du coup, à ton mental. Et juste avant de passer à ton mental, on fait un petit crochet par ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Ah oui, certainement une forte endurance, quoi. Faut être un peu marathonien et
un peu, peut-être un peu maso pour faire ce genre de métier. Alors mon parcours, c'est pas un parcours qu'on met sur une autoroute et puis qui est toute tracée, toute droite. La musique passe par plein d'étapes, par plein de rencontres et par énormément de travail, surtout avec l'instrument que je pratique, c'est-à-dire le piano. C'est un travail solitaire, véritablement. Donc le mental joue énormément et je t'avoue que quand tu m'as dit oh, tiens, on pourrait faire un podcast sur le mental tous les deux, je dis oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te raconter quoi. Et en fait, quand je retrace un petit peu, surtout en ce moment où même l'année dernière, j'ai eu beaucoup besoin justement de prendre du recul et de me tourner un petit peu sur déjà le parcours que j'ai eu, je me suis dit en fait il faut quand même avoir pas mal de mental pour faire ça. Donc mon parcours, écoute, c'est, on va dire, un conservatoire. Je suis rentré au conservatoire d'Orléans assez tard au final, à l'âge de 17 ans. Et puis à partir de là, on m'a donné la chance, c'est-à-dire là je remercie mes parents, bien évidemment, m'a donné la chance de pouvoir m'investir à 100% dans cet art. Et puis après, il y a eu Paris, et puis après, il y a eu ce qu'on appelle un pôle sup pour pouvoir avoir un diplôme d'État, pour pouvoir enseigner. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment par intérêt pour la pédagogie ou par respect ou pour pouvoir aller très très vite dans le métier. Je me suis engagé véritablement corps et âme dans la pédagogie musicale et pédagogie pianistique, puis après dans les musiques actuelles amplifiées. Donc dans différents conservatoires, puis je suis arrivé jusqu'à enseigner en pôle supérieur, donc pour les prochains profs qui sont après profs dans les conservatoires. Voilà, ça c'était 22 ans de ma vie, et depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis un mois, je suis en disponibilité. Donc j'ai mis totalement de côté ce côté pédagogique pour m'investir 300% dans ce qui était ma deuxième mission, c'est-à-dire, et qui normalement est ma mission première, c'est-à-dire qui est pianiste, compositeur, arrangeur. Et voilà, là je m'y investis, je suis ultra heureux. Il y a un espace de liberté qui s'offre à moi, énorme. Ouais, c'est chouette. En fait, tu prends un peu ton rôle, mais pourquoi en fait? Jusqu'à présent, tu le consacres quand même beaucoup aux autres. Et essentiellement, exclusivement aux autres, véritablement. Que ça soit dans la pédagogie, où là, en fait, on ne pense pas forcément à soi, on pense à l'autre, à l'évolution de l'autre, au bien-être de l'autre, que ça soit dans ses attentes, et dans l'attente aussi de la structure dans laquelle on enseigne, et dans l'attente aussi du parent qui peut être derrière l'élève. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'investit à plein d'autres, avec plein de S, mais pas forcément, on ne s'investit pas forcément pour soi. Même si au final, avec énormément de recul, on s'aperçoit que l'élève nous fait autant grandir que lui, qu'on le fait grandir. Bien plus tard. Et donc là, oui, maintenant, c'est, on va dire, exclusivement pour moi. On va voir, on va croiser les doigts. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Là, moi qui ai été enseignant, je trouve que enseigner, c'est aussi de l'ingénierie, parce que au final, chacun est différent, chacun a des capacités d'apprentissage différentes, et souvent, il n'y a pas de technique identique pour apprendre. Je trouve que ce qui est intéressant quand on est enseignant, c'est de mettre son savoir, ce qu'on sait et ses compétences, mais d'avoir une certaine ingénierie pédagogique pour essayer de toujours adapter à l'élève le contenu que tu veux lui faire passer. Et je trouve que, comme moi, c'était pas un art, mais c'était plutôt du sport. Mais du coup, s'adapter à l'autre pour, au contraire, le faire aller plus vite dans sa manière d'apprendre, c'est super, quoi. Exactement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, quoi. On sait où on veut aller avec l'élève, lui, il ne le sait pas forcément. Ça peut prendre du temps. Et c'est ça qui peut être des fois frustrant, c'est que la structure dans laquelle on enseigne, dans laquelle on est avec cet élève, ou avec un élève, des fois, cette structure ne nous permet pas de prendre ce temps-là. Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire des cursus. Bon, après, de toute manière, dans tout apprentissage, de toute manière, il faut du temps et du travail. Donc, je crois que quoi qu'il se passe, de toute façon, l'équation est toujours la même. Talent plus temps plus travail égale réussite en général au bout, quoi. Mais
y a quand même une équation. Le talent, c'est la compétence innée souvent qu'on a et qu'on nous transmet parce que c'est souvent la fibre de la famille qui nous guide vers une voie et qui nous plaît. Ensuite, voilà, le travail et puis le temps que ça va prendre, on ne sait jamais en fait, hein, parce que chacun est différent. Donc peut-être qu'il y en a, ça va aller vite, d'autres, ça va aller moins vite, mais au final, ce qui est intéressant, c'est quand on parle du mental, c'est de la persévérance que tu mets dans le travail quotidien qui te permet d'aller à ta propre réussite, quoi. Tout travail porte ses fruits un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Hein. Il faut juste se rappeler d'où on vient et ce qu'on a fait comme travail pour encore plus profiter justement de la réussite et du fruit. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, il y a des études qui ont été faites sur l'expertise, notamment dans le haut niveau, dans le sport, où l'étude qui en ressort, c'est que pour acquérir l'expertise, il faut 10 000 heures de travail, 1000 compétitions, et ça représente 10 ans de ta vie, quoi. Voilà. Donc, si tu prends le nombre d'heures que tu le ramènes à une année, tu t'en passes du temps à bosser pour arriver à l'expertise, quoi. Mais il ne faut pas compter les heures. Non, il ne faut pas les compter. Mais en tout cas, cette étude, elle existe et elle est intéressante. Ça met toujours en relief quelque chose qui n'est pas forcément... En France, souvent, on parle de talent. Donc, ça m'arrivait d'aller à l'étranger, notamment pour le tennis, et que je discutais avec des coachs. Pour eux, le talent, en fait, ça n'existe pas. Le seul talent, c'est le travail. Hein. Tu vois, donc, nous, souvent, on dit il est doué, et voilà, en faire un génie, tu vois, c'est... mais au final, on me compte que dans certains pays, en fait, tu as peut-être moins de qualité au départ qu'un autre, mais si tu as cette force de travailler, de persévérer, tu vas souvent dépasser celui qui avait des compétences innées au départ. On aperçoit au fil du temps ça, justement, quand on commence ensemble sur la même ligne de départ, et on s'aperçoit qu'il y en a peut-être qui sont déjà un peu en avance, voilà, qui sont peut-être un peu plus musclés, et puis au final, quelques années plus tard, on n'y pense même plus, et puis on les revoit, puis on se dit « Ah ouais, en fait, peut-être que maintenant, je suis un peu plus devant, ou autre. » Mais effectivement, hein, tu as raison, hein, le talent, c'est le travail, et c'est la persévérance. Ouais, le talent, c'est la capacité d'être performant dans sa capacité de travailler, tu vois. Et de le faire de manière régulière et constante pendant longtemps. C'est ça pour moi le talent. Et on l'a pas tous, hein, parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Il faut pouvoir vouloir. C'est ça. Si je te dis rendre possible l'impossible, au regard de ton parcours, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, ça m'évoque quelque chose, parce que tu n'étais pas forcément le candidat idéal, je pense. En tout cas, pour faire ce métier. Tu parlais de dons, de talent, effectivement. Sur la ligne de départ, j'en avais peut-être moins que les autres. Mais par contre, j'ai fait en sorte de me prouver, de prouver peut-être à mes parents, de prouver, je ne sais pas à qui, que je pouvais y arriver. Finalement, j'ai peut-être rendu possible l'impossible sur la ligne de départ. Mais par la volonté, du coup. Pas volonté, parce que j'avais la chance de... Tout à l'heure, je disais le pouvoir vouloir, c'est très important. Cette citation, quand on peut, on veut, en fait, je crois pas trop, quoi. Il y en a qui malheureusement, qui n'arrivent pas à vouloir. Qui ne sont pas forcément dans les bonnes conditions ou dans dans la bonne enveloppe, dans le bon concept, voilà. Et moi, j'étais dans des bonnes conditions pour pouvoir vouloir. Une question qui me trotte. T'as commencé à jouer du piano à quel âge? 3 ans. Ah oui, t'as commencé tôt quand même, et t'as intégré le conservatoire bien plus tard. Oui, parce que j'ai eu un parcours scolaire qui n'était pas des plus simples. Et en fait, je me suis toujours senti pas à ma place. C'est-à-dire que dans une classe dans laquelle je n'étais pas encore mûr pour y être. Du coup, effectivement, il m'a fallu beaucoup de temps pour poser les choses, pour que je sois bien avec ma discipline, que ça soit artistique aussi, la discipline scolaire. Et du coup, les choses se sont faites progressivement, et à partir du moment où il y a eu certaines rencontres, là, effectivement, les choses, hop, on lâche, comme si on lâchait les vannes là, d'un barrage. Et... Ouais, c'est vrai que t'as raison, hein. Il y a des rencontres qui nous propulsent, ou qui nous permettent
de faire des choix aussi, des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait en fait. Parce que du coup, on a des prises de conscience avec ces personnes-là qui arrivent à abandonner dans notre vie et qui nous éclairent en fait. Les systèmes d'écluses, tu sais, on arrive, il y a plein d'écluses, et puis il y en a une qui s'ouvre, et là, on y va, quoi. Ah ouais, ça me parle beaucoup parce que moi, au départ, je sais pas si j'allais devenir, tu vois, enseignant de tennis, mais c'est la rencontre avec un parent d'un jeune que j'avais quand j'étais juste, toi, initiateur et qui m'a fait germer cette idée. Il m'a dit, mais t'es hyper patient, on voit que t'aimes ça et tout. Et il m'a dit, mais pourquoi tu passes pas tous tes diplômes pour être entraîneur et tout? Et en fait, il m'a fait germer l'idée, en fait, tu vois. Et tout simplement parce que il s'était rendu compte. Donc, du coup, c'est les prises de conscience et l'idée, elle s'est dit, bah ouais, c'est vrai que j'aime ça et tout ça. Et bing, c'est, voilà, ça m'a permis, en tout cas, de Regarde, hein, lancer le projet, quoi. c'est-à-dire que ton élève est devenu ton prof, à un moment donné. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est clair. C'est clair. On va parler du mental. Ah ouais, vas-y, go. Eh bien, Nietzsche, hein. Donc, si tu devais le définir seulement, ce serait quoi ta définition à toi? Pas celle du Larousse, hein. Elle ne m'intéresse pas. J'avoue, je ne l'ai même pas regardé. Dis, allez, on y va, on verra bien ce qui sort naturellement. Eh bien, je dirais la définition du mental. Bon, je vais me répéter, hein, mais c'est cette persévérance et le temps long. Être présent sur un temps long. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça le mental. Ok. Est-ce que toi, tu mets en place des choses pour le travailler? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Alors, je sais pas, en même temps, je me pose une question qui peut-être tu vas trouver la réponse, c'est est-ce qu'on évolue dans le mental? Est-ce que notre mental peut progresser? Mais en tout cas, moi, ce dont j'ai besoin pour être justement persévérant et pour garder ce mental et cette banane du matin au soir, tous les jours, la semaine, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, c'est de me planifier des choses, hein. C'est-à-dire de me rendre compte, de voir que j'ai à faire et ce que j'ai fait. Et ça m'aide énormément. C'est pas parce que je le fais, par contre, que ça va marcher à tous les coups. On est d'accord. Mais en tout cas, ça m'aide comme une cordée, quoi. Vraiment. Ouais, tu te fais un plan, tu te fixes des objectifs et tu te mets des objectifs de réalisation. Est-ce que j'ai réussi à le faire ou est-ce que j'en suis dans la réalisation, etc. Effectivement. Mais c'est quelque chose en tout cas dans les outils de la préparation mentale, la définition des objectifs pour les gens qu'on accompagne est importante. Parce que très souvent, l'objectif, tu sais pas où tu pars, mais l'objectif, c'est de savoir où tu vas. Et entre les deux, de pouvoir planifier quelque part ta progression sur différents aspects, hein. Moi, dans le sport, c'était différents aspects techniques, stratégiques, ça peut être des aspects mentaux aussi, et l'idée, puis même physique. Mais l'idée, c'est d'avoir des éléments qui te permettent aussi de mesurer tes progrès, en fait. Ça aussi, c'est important pour la confiance et pour avoir l'envie de continuer à persévérer dans le temps. Exactement. Voilà. C'est de pouvoir matérialiser, en fait, des progrès qui ne sont, surtout en musique, qui peuvent être pas futiles, mais c'est des choses qu'on ne matérialise pas forcément, les progrès. Du coup, voilà, ce côté objectif, plan, visuel, c'est quelque chose qui m'aide justement à tenir. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais preuve d'énormément de loyauté. Donc, loyauté aussi envers mon petit bout de papier, hein, tu vois, ça va jusque-là. Et ce qui est noté, je le fais. Ok, donc du coup, tu es obligé, tu prends un temps d'écriture, pouvoir planifier, avoir ton plan et ensuite, par loyauté sur le papier, d'avoir accompli ce que tu as écrit. Alors du coup, une question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu as écrit il y a très 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 longtemps, Oui. que tu as accompli que maintenant? De penser à moi, ouais. Ça fait pas, c'est très étonnant, hein, comme réponse, parce que c'est pas un truc qui est de l'ordre de la production ou de la composition ou autre, hein, mais c'est juste effectivement, à un moment donné, penser à moi et je m'aperçois que ça permet de donner un nouveau souffle au mental aussi, quoi. Bon. Mais c'est un peu j'ai envie de dire, le défaut de notre qualité de pédagogue. C'est-à-dire que très souvent, quand on enseigne, on est tourné beaucoup plus vers l'autre que vers soi.
souvent on est tourné vers soi, mais progresser dans notre manière de transmettre et éventuellement acquérir des nouvelles compétences pour être toujours à jour par rapport à nos élèves. Finalement, on est, mais du coup, c'est pas penser à soi, ça, en fait. C'est progresser pour être meilleur avec l'autre. Complètement. C'est tout à fait ça. Mais il y a encore une fois, s'il y a des anciens élèves qui écoutent ce podcast, je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas les 22 ans parce qu'ils m'ont fait énormément évoluer. Et si j'arrive à ce point maintenant, au bout de 22 ans d'enseignement, et même du haut de mes 41 ans maintenant, c'est que j'ai fait tout ce parcours-là. Et c'est ce parcours-là, justement, qui me permet de me retourner et de me dire c'est le moment. Voilà. Ouais, puis après, on a chacun notre range de maturité, finalement. Bien sûr. Pour lancer nos projets, pour voir les choses d'une manière différente, pour oser se lancer aussi. Parce que c'est pas si simple d'oser se lancer, au final. Il faut être bien entouré également. Et j'ai la chance de l'être. Et justement, l'entourage, c'est quelque chose d'important. Donc, comment tu t'entoures aujourd'hui pour réussir en tout cas, tout mettre en place pour la réussite de ton projet? Eh bien, mon entourage, en fait, il est très simple. Il y a ma famille très très proche. Et puis, il y a une poignée de proches amis qui m'ont ouvert les yeux et puis qui m'aident justement à m'ouvrir devant cette nouvelle carrière. Tu sais, les amis, c'est ceux qui ont la force de dire les choses qui font mal, parce qu'ils voient, ils sentent que, attention, là, il y a un truc qui va pas. Il y en a qui n'osent pas, et puis ça prend du temps, etc. Et puis, il y a 2 amis qui te disent, attention, stop, là, tu devrais faire attention à toi, même si on n'a pas envie de l'entendre. Et du coup, mon entourage est composé de très peu de personnes, mais des personnes sur lesquelles j'ai toute ma confiance. Et si je les avais pas, eh bien, je ne sais pas si j'en serais là à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est donc du coup la famille. Aujourd'hui, quand on est un artiste, souvent, l'artiste, il est accompagné par souvent un agent artistique. Est-ce que c'est le cas dans les métiers comme le tien? Alors oui, ça peut être le cas, bien entendu. En fait, dans ce métier-là, on peut être accompagné de plein de personnes. Un agent, un éditeur, on peut être accompagné par une maison de disques, un label, par un attaché de presse, un community manager. Enfin, c'est-à-dire que si à un moment donné, le projet fonctionne et que, bien entendu, ça engendre un business conséquent, il faut s'entourer de toutes ces personnes-là parce que au début, c'est quelque chose qu'on fait par soi-même. On le fait tout seul parce que on a plein de cordes à son arc et on est extrêmement polyvalent. Mais à un moment donné, ça prend tellement de temps que quand le projet fonctionne énormément, il faut réussir à déléguer justement toutes ces missions. Non, c'est ce qu'on te souhaite. C'est que tu es un community manager, un agent. Aujourd'hui, tu fais tout en fait. Je fais tout, ouais. Je fais ma propre com, je compose. Alors non, je ne mixe pas. Enfin, mes compositions et les arrangements que je fais, je les mixe pas, je les masterise pas. C'est une personne en qui j'ai entièrement confiance qui le fait. J'ai envie de te poser une question un petit peu plus, pas forcément spirituelle, mais je crois qu'il est important d'arriver à se connecter avec soi-même. Quand tu crées à l'aube, dans ce moment un peu calme, là, comme tu nous disais, est-ce que c'est ce moment-là où en fait tu arrives vraiment à être en communion avec toi-même pour créer ce que tu as dans la tête musicalement? Alors, écoute, c'est pas forcément à l'aube que je compose. L'aube, je m'en sers vraiment pour passer un temps pour moi, uniquement pour moi et déconnecter de la musique. Il y a un moment où je prends le temps juste de regarder, de lire avec un thé, etc. Le moment où je compose, c'est un moment de journée, un moment typé entre guillemets bureau. Voilà. Mais c'est effectivement un moment où il faut prendre le temps de rentrer dans son univers, dans sa bulle, et faire en sorte que personne ne te dérange, quoi. Donc, si j'ai une demi-heure devant moi, ça sert à rien.
c'est clair. Il te faut un peu plus de temps. Ok. Du coup, est-ce que tu utilises la méditation? Alors pour moi, la méditation, c'est un grand mot. Un mot qui peut faire un peu peur, hein, parce que c'est toute une pratique. Il y a toute une culture, une histoire. Alors peut-être que je l'utilise. C'est fort possible, mais je peux pas te dire si vraiment j'utilise la méditation. Il y a une question qui vient comme ça, mais est-ce que tu as des artistes comme toi, mais qui jouent d'un autre instrument que tu aimes écouter régulièrement et qui t'inspirent pour ton propre instrument à toi? Alors ouais, forcément. En fait, on a tendance à dire que le piano, c'est l'instrument orchestre. Donc c'est un instrument qui permet d'imiter tous les autres instruments. Et notamment quand je fais les covers, c'est-à-dire des arrangements de musique déjà existantes, que vous pouvez écouter plutôt sur YouTube. Forcément, il faut qu'on entende et la mélodie et l'harmonie, il faut qu'on entende la basse rythmique, c'est-à-dire le backbeat avec pourquoi pas la batterie, etc. Tout ça avec 10 doigts et juste un piano. Donc effectivement, quand on est pianiste, il faut bien entendu s'intéresser, écouter et connaître l'histoire du piano et des pianistes, mais pas que, quoi. Vraiment pas que. Et moi, il y a un instrument qui me fascine, si on parle de musique actuelle et pas de musique entre guillemets classique, symphonique, c'est la batterie. C'est un instrument véritablement qui m'inspire et qui me fascine totalement. Et ce qui est étonnant, c'est, on parlait d'Instagram tout à l'heure, c'est que quand je scrolle sur Instagram, j'ai que des vidéos de batteurs. Bah oui, parce que tu dois regarder beaucoup. Alors. Ouais, j'adore ça. Instagram a repéré que tu as besoin d'écouter de la batterie. Tout ça. On va parler de la confiance. La confiance en soi, on en parle beaucoup. Est-ce que toi, tu as dû la bâtir avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été, comment dire, ancré au départ et que donc, du coup, c'est la somme des expériences, etc. Enfin, souvent on dit que c'est à travers les essais-erreurs qu'on bâtit sa confiance. Il y a d'autres cas où des invités m'ont dit que dès le départ, en fait, ils avaient eu un environnement familial qui les avait tellement mis en confiance qu'ils ne se sont jamais vraiment posé la question et ils étaient déjà sur un socle avec une bonne estime d'eux-mêmes et une belle confiance en eux qu'ils n'ont jamais trop, on va dire, qui n'a jamais trop été bousculé, quoi. Là, t'es un peu dans quel schéma? Alors, tu sais, si c'était aussi simple d'avoir un environnement familial parfait pour avoir confiance en soi, ça serait génial, mais c'est pas aussi simple, je pense. Ma confiance en moi, je l'ai faite, je pense, au fil du temps. Et comme tu dis, au fil des sommes, hein, de la somme des expériences que j'ai pu me faire dans le métier, vraiment dans le métier de musicien et le métier de pédagogue, hein, à force de monter sur des plateaux, à force d'aller en studio, me rendre compte que, en fait, ça fonctionne. Voilà. C'est le pouvoir d'imagination aussi, avant de monter sur scène, me dire, OK, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver, ne stresse pas et confiance en toi. C'est pas la première fois que tu le fais. Et de monter, j'ai eu la chance de monter sur des plateaux sur des gros plateaux avec beaucoup de monde en façade, avec une grosse jauge. Et ça, c'est une bouffée de confiance, vraiment, en soi. Donc, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ça? C'est vrai qu'on le dit. Il fait son nid avec la chaux, quelque chose, tu vois, un peu solide. Ok. Si je te dis le regard des autres, qu'est-ce que ça t'évoque? Aïe. Alors, le regard des autres, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi et qui est très important, je trouve. On peut pas, enfin, c'est mon avis, mais on peut pas être dans un art, dans la musique, où on a besoin de l'autre pour exister, finalement. On peut pas être dans une pratique comme ça et de se dire, moi, le regard des autres, j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est pas possible. Forcément, quand on compose quelque chose et qu'en face, ça répond pas ou ça répond pas comme moi, ça me répond à moi-même, ça pique un peu. Mais
ça redonne peut-être un encouragement en se disant bon, peut-être qu'il faut que je retravaille ça, que je réaffine certaines choses. Mais le regard de l'autre, c'est quelque chose qui peut être dévastateur, comme ça peut être source de courage. Réussir Tout l'intérêt d'être bien entouré, du coup. bien entouré. Ouais, parce qu'en fait, je suppose que, en tout cas, dans l'environnement musical, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'artistes au début. Je pense qu'il faut aussi avoir le soutien des maisons de disques. En tout cas, là, je pense aux chanteurs, mais je pense que les maisons de disques, même pour tout ce qui est classique, ça doit pas être aussi forcément évident aussi, parce que au final, des artistes, il y en a beaucoup dans le monde entier. Donc, pour sortir, faut être un petit peu sortir du lot aussi, certainement, mais du coup, Ouais, tout dépend quels sont nos objectifs et ce qu'on veut avec cette musique-là. Il y en a qui veulent absolument pas être signés parce que, en fait, ce qu'ils proposent et là où ils en sont dans leur pratique artistique, ils ne veulent pas aller plus loin et ils ne veulent pas être grand public. Il y en a pour qui c'est le seul objectif d'être signé en label et puis finalement, quand ils sont signés, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une connerie. Donc, en fait, pour moi, clairement, dans la musique, il y a de la place pour tout le monde. Et la musique est tellement vaste, il y a tellement de musique partout, il y a de la place pour tout le monde. la musique, c'est un langage universel. Universel, c'est un environnement qu'on retrouve partout. Partout, on s'en aperçoit même pas. Hein. On peut passer des heures avec l'URSSAF au téléphone, il y a toujours une petite musique. Musique de l'URSSAF, ça y est. Ah ouais, après, quand on monte ces projets, c'est sûr que voilà, on a toujours des questions et des réponses. Ok. Donc là, on a évoqué le regard des autres. J'ai envie de parler un peu de rester positif. On parle beaucoup de la psychologie positive. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit que c'était compliqué de rester positif au quotidien, que c'était pas forcément quelque chose dans lequel ils croyaient. Parce que du coup, dans une journée, ils passaient un peu par des vagues. Hein. Des fois, il peut y avoir des journées super, des fois, ça sort bien, des fois, la vague, elle est plus compliquée à surfer, quoi. Mais qu'au final, comment dire, il fallait savoir, en tout cas, réussir, capitaliser sur ces moments de moins bien pour ensuite s'élever, quoi. Toi, t'en penses quoi? Ouais, exactement. Ouais. Ceux qui disent que tout va bien du matin au soir, tous les jours, je pense qu'il y a une faille à creuser, quoi. Il faut se servir des moments moins bien. Alors, c'est facile à dire. Hein. Là, aujourd'hui, c'est good vibe, tout va bien, quoi. On fait un super podcast, c'est cool. Voilà. Mais il y a des moments où c'est moins facile, hein, parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Effectivement, on s'aperçoit que, oh là là, il n'y a pas beaucoup de retours. La journée a été un peu stérile. Mais en fait, c'est des progrès en dents de scie. Si on est en bas, en fait, on sait très bien que ça va annoncer quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, faut voir large, plus large. Voir large, et puis il faut savoir aussi, du coup, comme tu disais, garder l'esprit positif, oui, mais en acceptant qu'on ne sera pas toujours, au top, quoi. Forcément, c'est fluctuant, comme les émotions, au final. C'est hyper fluctuant. C'est la maturité aussi qui te permet de gérer ça et d'en avoir conscience et de les accepter. Je dis ça, je parle comme un livre, hein, mais quand je suis en bad trip, j'ai pas forcément ce discours. Je veux dire. Ouais, mais j'ai l'impression que chez les artistes, ces moments-là, un peu de spleen, on le retrouve quand même dans beaucoup d'artistes. Même des artistes qui sont allés très très loin, puisque certains se sont carrément donné la mort. Ils avaient besoin un peu d'être dans le bad pour créer. Ah ouais. Tout dépend quel est ton bad et tout dépend ce que là où tu te sens le mieux et ce que tu crées dans quelle émotion tu te sens le mieux pour créer. Voilà. Ouais, tu vois, je pense à Kurt Cobain. Tu vois, des artistes qui, tu vois, quand tu écoutes leur musique, tu écoutes toute leur mélancolie, leur tristesse dans ce qu'ils ont créé, quoi. Ah, bien entendu, ouais. Effectivement, c'est pas forcément dans le spleen que je suis le plus créatif. Non, mais c'est vrai, c'est... Après, je pense que les artistes sont un peu différents, mais on le sent aussi dans leur manière de créer leur musique, tu vois. Tout à l'heure, tu me parlais de Gaël Faye. Donc, tu vois, on est carrément à l'opposé. Lui,
je sais pas, il a fait lever le Zénith, quoi, tu vois. Donc, c'est incroyable. Et l'énergie qu'il arrive à pulser, c'est-à-dire que derrière, t'es pas du tout dans le spleen. Je sais pas, t'as une dose d'adrénaline qui te permet presque d'aller courir derrière et de faire 1 kilomètre, tu vois. Et pour donner autant d'énergie sur scène, c'est qu'il a besoin aussi peut-être de l'énergie du public, tu vois, pour réenvoyer, quoi. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a des artistes, ils ont besoin de cette énergie pour eux-mêmes, pour, comment dire, se sublimer. Ah bah, c'est une évidence, hein. Une évidence. On a besoin on sent une espèce de vague, en fait, une vague d'énergie, en fait, du public et ça nous redonne encore plus de foi, quoi. Il y a un truc qui est très proche de la croyance, hein, vraiment. Tu sais, la foi qui multiplie la croyance, etc. Et quand on est sur un plateau et qu'on a cette énergie du public, on encore plus. Et puis voilà, et voilà. Et l'inverse, c'est vrai. Et là, c'est dur. Ouais, c'est pour ça que souvent on parle de communion du public. Bien sûr. Donc, effectivement. C'est vrai que démultiplié par X personnes, c'est sûr que ça fait une sacrée énergie. Est-ce que tu as des éléments, des petits trucs qui, tout à l'heure, on parlait de moments de moins bien, tout ça, mais des choses qui te motivent, du coup, qui te permettent de te tirer des moments, les moments où ça va pas, quoi. Des petites choses qui me motivent. Alors, donc là, on va parler un peu de ma routine. J'ai une grande chance de vivre dans un environnement exceptionnel. Alors là, c'est flouté derrière moi, mais il faudrait que je prenne l'ordinateur et puis vous montrer un petit peu là où je vis. Ah, sur Instagram, ça. Sur mon environnement, je suis assez discret, voire très discret. Je fais tout simplement un tour dans mon jardin, au fond de mon jardin, avec un bon café. Je regarde la nature. Après, je fais peut-être une série de pompes. Et puis c'est reparti. Ouais, bah, c'est un super rituel, ça. Alors, pourquoi les pompes? Et je trouve que ça... Pourquoi? Je sais pas, en fait. Pourquoi les pompes? Pourquoi les pompes? Je trouve que c'est un geste qui est ultra efficace, quoi. Ça permet d'expulser et de sortir un truc. Voilà, en très peu de temps, en fait, on sent que ça fait du bien. Ouais, c'est comme quand, je sais pas pourquoi il y a une image qui me vient, c'est l'idée, tu sais, l'image de la pompe à vélo, du coup, tu pompes et tu te regonfles la bloc. Pareil. Bizarre, bah ouais, pourquoi on a appelé ça pompe, en fait? Il doit y avoir une raison. Là, on va aborder une partie qui est un peu plus importante, hein. C'est la manière dont tu gères tes émotions. Sur quoi tu t'appuies comme ressource pour gérer psychologiquement, éventuellement la pression que tu peux ressentir ou ouais, on a toujours alors, quelle que soit la forme de pression, tu vois. Je le gère dans le silence et dans l'isolement. Ça, c'est, on va dire, une première phase. C'est-à-dire que quand j'ai de la pression, c'est que j'ai besoin de faire le point sur moi-même, tout seul. Et donc, un besoin de m'auto-centrer. Et pour s'auto-centrer et réfléchir, il faut être dans le silence et isolé. Ça, c'est une première phase. Et bien entendu, encore une fois, l'entourage, les enfants, les femmes, qui est mon garde-fou. Quand t'es en concert, est-ce que on a de la pression avant de monter sur scène et à ce moment-là, comment tu la gères, celle-là? Alors, tout dépend de l'esthétique. De mon point de vue et de ma propre expérience. Je ne dis pas quelque chose d'universel. Hein. Vraiment, je vais le dire avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que tout au début de ma carrière, j'étais vraiment pianiste classique, musique de chambre notamment, où l'esthétique est tellement exigeante, ça démultiplie la pression. Pour moi, c'était quelque chose où j'avais énormément de pression, énormément de stress. Et quand j'ai décidé justement à un moment donné de basculer d'esthétique et de revenir finalement en esthétique première, c'est-à-dire les musiques actuelles amplifiées. Alors, quand on parle de musiques actuelles amplifiées, c'est très vague et en même temps, c'est vraiment un concept d'état. C'est-à-dire que c'est toutes les musiques, c'est-à-dire de la famille rock, de la famille pop, électro, la famille urbaine, on va dire ça comme ça. Là, pour moi, il n'y a plus de pression. La pression, elle est bien avant quand on prépare le spectacle, quand on fait
tout ce travail de résidence, plateau. Là, il y a de la pression pour savoir si on va être prêt. Mais quand on monte sur scène dans ce genre d'esthétique, on est prêt, tout est prêt. Et on a envie qu'une chose, c'est de monter sur scène. Et pour moi, il n'y a aucune pression. Et juste pour terminer justement sur ce sujet, une prof que j'ai eue de piano à Orléans, une des profs justement, peut-être même la prof qui m'a propulsé véritablement et qui m'a aidé sur tout point de vue, elle me dit, c'est pas compliqué la pression. Quand on est pianiste, le plus dur, c'est de s'asseoir sur le siège. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que le moment le plus dur, c'est de monter sur scène, de s'asseoir. Et une fois qu'on commence à jouer, en fait, il n'y a plus de pression. Ça y est, on est dedans, on est dans notre bulle. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, du coup, c'est intéressant, en fait. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que le fait de préparer, de travailler en amont, va t'aider à enlever toute forme de pression parce que tu vas te sentir prêt. Tu vas te sentir prêt, tu vas avoir confiance en toi, tu vas avoir hâte de présenter ton concert, ton spectacle, ton produit, peu importe, tu vois. Mais et il faut se sentir prêt. Intéressant parce que la résidence, ça existe pas qu'en musique, ça existe au théâtre, ça existe dans plein de choses. Je vais faire appel à tes capacités d'enseignant. Pour faire de la musique, il faut être concentré. On est dans une période où finalement, on est quand même beaucoup sollicité par les réseaux sociaux, les téléphones, les écrans et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme suggestion pour si on a envie d'être concentré, d'apprendre à jouer du piano et d'arriver à être dans sa bulle pour pouvoir bien travailler? C'est quoi les conseils, les suggestions que tu donnes à tes élèves pour arriver à être focus sur leur mission de jouer? Des conseils que j'aurais pu donner ou que je donnais. Alors déjà, effectivement, on peut vite être déconcentré par tout ce qui nous entoure, un téléphone qui n'arrête pas de sonner parce qu'il y a une notification de ci, de là. Déjà, la première chose, c'est on éteint son téléphone et on le met loin, voilà. Et puis peut-être qu'avant de se mettre à faire du piano ou faire, peu importe, la pratique, en fait, est une pratique qui nous permet juste d'être concentré ou tout simplement de se ressourcer, de se recentrer, en fait, à aller marcher, quoi, sans téléphone, les mains dans les poches, rien du tout, le plus libre possible. Juste marcher et regarder devant soi et puis 5 minutes, 10 minutes, rien que ça, déjà, ça nous met dans de bonnes conditions. Voilà. Okay, c'est un bon conseil. En tout cas, d'arriver à se couper, en tout cas, du téléphone qui nous suit quand même de partout maintenant, en fait. Hein. Ouais. C'est terrible, c'est pratique, mais c'est terrible. Oui, et c'est d'autant plus pratique que, tu vois, aujourd'hui, j'aurais quand même beaucoup de gens qui apprennent des instruments via leur tablette avec des... Donc, du coup, forcément, tu vois, c'est pas comme avant où t'as une partition, ou je sais pas, où t'as une méthode, un livre, un truc, ou... Donc, tu vois, j'essaie de poser ça que ce que je te questionne, en fait, sur ça. Le gros dilemme, le gros virage, là, que les écoles de musique, les conservatoires prennent, ou doivent prendre, ou sont en train de prendre, ou c'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil numérique et qu'est-ce qu'on fait, en fait, de l'élève, même pas de l'élève, en fait, de la personne qui commence à apprendre la musique par soi-même, sans l'aide d'un prof, avec tout plein d'autres partitions qui commencent à exister, avec notamment, on voit les synthésias. Si tu vois ce que c'est, tu sais, c'est des notes là qui défilent. Ouais. N'empêche que il y en a qui arrivent à jouer avec ça. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc, c'est une lourde tâche, véritablement, qu'ont les écoles de musique et les conservatoires, là, en ce moment. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, on en voit même sur YouTube, on en voit on voit les notes qui, comme tu dis, qui descendent avec les... Mais bon, j'essaie une fois, c'est pas facile, hein. Bon, chapeau celui qui arrive, parce que je trouve ça trop... dans l'apprentissage, il y a aussi la progressivité dans l'apprentissage, c'est-à-dire que t'as des étapes, tu vois, des exos qui vont t'amener à un truc plus global, tu vois, c'est... Voilà, tu te rends compte, il y a tout qui sort, je sais pas, bouger 10 doigts sur un piano, c'est pas si simple que ça, quoi. Il n'y a pas le rapport humain qui existe entre le prof-élève, élève-prof, il n'y a pas...
Il y a toute la culture du geste aussi. Un geste, un son, voilà. Nous, comme finalement tous les instruments, c'est une histoire de geste, en fait. Tu vois, de ce qu'on appelle l'agogique, l'espace, le rapport espace-temps. Qu'est-ce qu'on fait d'un geste? L'amplitude, la force, la vitesse qu'on donne à un geste. Ça, Synthesia, il te le dit pas, ça. Ouais, en fait, ça enlève un petit peu tout le côté un peu, j'ai envie de dire, lié au VACOG, le visuel, kinesthésique, le fait de voir, d'entendre et d'être à côté, de refaire, ça enlève un peu ça, quoi. Ah bah, ça l'enlève totalement, ouais. Un truc en 2D, tu vois, complètement. Top là. Ouais, puis c'est pas pareil, t'as raison. Alors, j'ai une dernière petite question pour clôturer le podcast et après, la parole sera à toi pour venir, en tout cas, nous dire ce qui te tient à cœur. En tout cas, de laisser dans cet épisode. C'est une question que j'aime souvent poser, c'est en même temps souvent pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Souvent, les gens interprètent cette phrase d'une manière totalement différente. C'est pour ça que je te pose les questions. C'est un peu comme la fameuse citation si on veut, on peut. Pour moi, c'est faux parce qu'il faut savoir lâcher justement pour pouvoir encore plus repartir. Une histoire d'aller-retour, tout ça, hein, de globalité, détail, oui, non, etc. Il faut savoir lâcher prise pour pouvoir après reprendre prise en fait sur les choses. Donc, faut il y a un mot que je trouve pas, peut-être que ça viendra tout à l'heure, mais il faut accepter lâcher prise. Ouais, c'est peut-être ça le plus dur en fait. L'acceptation de lâcher. Ouais, c'est peut-être ça. Et quand on est perfectionniste, c'est pas évident. Bon, pas évident quand on est au début, puis après on apprend en fait par expérience que c'est vachement bénéfique en fait. Hein. Ouais, de lâcher. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Alors, en tout cas, Gérald, merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que tu m'as consacré pour cette interview. Donc, le mot de la fin te revient. Je te rappelle un peu le concept de la fin de cet épisode en général. Et j'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité, l'objectif étant de laisser quelque chose qui te tient à cœur et de le partager avec les auditeurs. Et c'est ce qui viendra en tout cas sceller cet épisode. Et c'est certainement, tu sais, souvent on dit que c'est souvent ce qui est dit en dernier qu'on retient le plus souvent. En premier et en dernier. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les auditeurs? Bon, tu me mets beaucoup de pression là pour le coup. Alors, mon mot de la fin, ça va être un mot. Enfin, pas qu'un mot, mais ça va être très court. Juste faire en sorte de prendre soin de soi. Quand je dis prendre soin de soi, c'est pas que dans son physique, mais c'est dans son mental aussi. Et quand on prend soin de soi, généralement, on prend soin aussi de nos proches. Et on prend soin des autres. Donc, prenez soin de vous, quoi. On va le prendre la lettre, on va prendre soin de soi. Merci beaucoup. Donc, du coup, si on veut te suivre, du coup, on peut retrouver on peut te retrouver sur YouTube, sur Instagram. Instagram, Spotify, Gérald Villain, VI2LAIN. Voilà, je sors des morceaux régulièrement, des covers, des projets que je fais de ci, de là, des synchros que j'ai pu faire avec l'image. Il y a des choses, de plus en plus de choses, hein, voilà. J'agrémente et je mets des petites graines un petit peu partout. Pour venir finir cet épisode, je partagerai avec les auditeurs du coup l'intro de la saison 4 du podcast et que tu as composé, imaginé en écoutant les épisodes et en entrant dans l'univers du podcast. Et du coup, je te remercie puisque du coup, tu vas m'accompagner pendant tous les épisodes de la saison 4. Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci. Merci Gérald. Tiens, à bientôt.
Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.